que là, cette fois-ci, on va parler politique. Bon, déjà, il y a Lucas Duval qui nous a rejoint, qui vient au nom de la LICRA. Salut Alexandre. Ça va bien ? Ouais, ça va et toi ? Ça va très bien. Bien évidemment, et nous avons Nadia Pellefig, 6e vice-présidente à l'enseignement supérieur, recherche Europe et relations internationales. Bonjour. Bonjour. Bon, je commence toujours par la question, comment ça va depuis le Covid, hein ? Je pose toujours cette question, parce que c'est vrai que... Depuis le Covid, grosso modo plutôt bien. Depuis quelques semaines, plutôt moins bien. L'arrivée de la peste noire, voire brune, c'est ça ? Oui, les grandes idées d'apprentis sorciers de dissolution, vous voyez, tous ces sujets. Comment vous l'avez pris justement, cette dissolution d'Emmanuel Macron ? Parce qu'on va commencer par là. Personne ne s'y attendait, je crois que lui-même ne s'y attendait. Si, son papa l'a été au courant, apparemment. Son papa a dit que c'est vrai que le père d'Emmanuel Macron, qui à mon avis... D'ailleurs, sale Noël. Je suis pas pour l'éducation autoritaire, mais les parents qui m'écoutaient, si vos enfants vous disent ça, vous dites ta gueule et va ranger ta chambre. Voilà. Parce que voilà, le père était au courant et là on nous a dit un petit peu que c'était à la dernière minute. En fait, c'était prévu en avance d'après le papa. À moins que le papa dise des mensonges. Mais je crois que des deux, c'est le fils qui est président de la République. Donc voilà. Si on en est à commenter les propos supposés ou hypothétiques du père du président de la République, vraiment la démocratie va extrêmement mal. Mais plus sérieusement, parce que le sujet peut être à la fois dramatique pour certains, et puis de toute façon il imprimera durablement l'histoire de notre démocratie. Le contexte de la décision de la dissolution, on a compris aujourd'hui que c'était la décision d'un seul homme. Le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée ou le Premier ministre y étaient opposés et l'ont dit, d'ailleurs a posteriori, ils en ont été informés, ils n'ont pas été associés à la décision, pas davantage d'ailleurs semble-t-il que les ministres réunis en Conseil des ministres quelques minutes avant. On nous a parlé d'un petit groupe de conseillers non officiels du président qui l'aura accompagné dans cette décision. Toujours est-il que cette décision, me semble-t-il, est extrêmement mauvaise dans les conditions dans lesquelles elle se réalise. Que le président ait constitutionnellement le droit de mettre en œuvre l'article qui lui permet de dissoudre. Ça peut s'entendre, notamment dans une période d'instabilité et avec une majorité relative au sein de l'Assemblée nationale. Le sujet qui se pose, c'est au soir même d'un résultat extrêmement favorable pour le Rassemblement national et très défavorable pour l'ensemble des partis de l'arc républicain gouvernemental. Quand on cite une dissolution et qu'on renvoie le scrutin à 3 semaines, il y a forcément des impacts. Et on sait que dans des élections rapprochées, on amplifie finalement le signal. Et je trouve ça hypocrite que d'avoir habillé cette décision par « je donne la parole au peuple ». Le peuple venait de s'exprimer, sauf à dire que les élections européennes ne sont pas un moment d'expression populaire. Il y avait eu une participation bien au-delà de ce qu'on avait pu observer jusqu'à présent sur les élections européennes, et le peuple s'était exprimé. Simplement, le peuple ne s'était pas exprimé comme le président de la République l'aurait souhaité. C'est différent. Alors, je fais une blague et après je fais une question sérieuse. En fait, c'est là qu'on voit que l'Occitan sert, parce qu'il paraît que du côté de Matignon, c'était pris comme ci, comme ça, la dissolution, soit en Occitan, c'était pris à tal. Voilà, ça c'est fait. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de déplacement ? Bon, on le sait, la France est un vieux pays centraliste et jacobin, parce que si on regarde, en fait, il ne s'est rien passé le soir des élections européennes. Parce que c'est des élections qui concernaient le Parlement européen. Et si on regarde les résultats sur le Parlement européen, alors les Verts, qui d'habitude sont les grands champions de ça, je crois que c'est les pires, ils ont perdu 6 sièges de mémoire, mais après voilà, il y a un siège par-ci qui s'est perdu, un siège par-là. Enfin, il n'y a pas eu une vague brune sur le Parlement européen. Sur l'Europe, c'est un autre débat, ça, mais c'est donc voilà, est-ce que quelque part, il n'y a pas un déplacement de débat ? Non, c'est pas tout à fait exact, si vous me permettez. Au soir des élections européennes, l'extrême droite a gagné des sièges, l'extrême droite française a gagné des sièges et une représentation plus forte, au détriment, je parle sur le niveau français, au détriment des sièges qui étaient détenus par le groupe Renew, dans lequel siège la majorité présidentielle, au détriment du groupe des Verts, puisque vous l'avez dit vous-même, il y a eu un affaiblissement extrêmement important, et par contre, une élection plus favorable aux sociodémocrates, avec la liste conduite par Raphaël Glucksmann, dont du reste, je soutenais les positions. Sur la photo globale, le rapport de force européen n'a pas changé. Effectivement, le PPE, c'est-à-dire la droite conservatrice de gouvernement, est resté majoritaire, et on peut imaginer que dans les jours qui viennent, ça se traduise par
des changements à la marge à la tête de la Commission européenne, c'est-à-dire l'instance qui, au niveau européen, propose des lois. Parce que l'anomalie démocratique européenne, c'est que ce n'est pas le Parlement européen qui a l'initiative des lois. Et donc, probablement, une présidente de Commission qui va rester avec Madame von der Leyen. Mais le résultat des élections européennes était à quelques virgules près annoncé tel que ça s'est produit au soir des élections. Oui, on n'était pas surpris. Et donc, quand j'ai lu le choc en vrai, ça n'a pas été le choc des résultats. Ça fait des mois qu'on s'attendait. Et pour le coup, les institutions là ont été exactes. Le choc, ça a été la décision de dissolution, alors même que l'extrême droite était en tête, avec la crainte immédiate pour tous que le résultat qui s'applique au Parlement européen s'applique à l'Assemblée nationale. Or là, nous ne sommes pas dans les mêmes règles. Là, il y a l'initiative des lois, c'est pas comme au Parlement européen, et puis il n'y a pas d'autres pays pour équilibrer la représentation. Martin. Question, Attends, micro jaune, s'il te plaît. Oui, vas-y. Il y a quand même des mots qui pour moi sont employés d'une manière un peu floue, parce qu'on parle à la fois de démocratie, de représentation du peuple, etc. Et à la fois, vous venez de dire le danger pour tous. Or, justement, les résultats démontrent que le danger pour tous n'est pas le Rassemblement national, puisque le peuple a voté majoritairement pour ce parti-là. Le danger, moi je considère que... Majoritairement. Mais c'est pas pareil. L'expression démocratique n'est pas dangereuse. On la constate. C'est-à-dire qu'on doit observer l'exercice démocratique, et si on est démocrate, après des élections, on observe le résultat. Par contre, dire que dans celles et ceux qui sont appelés à gouverner, et c'est le cas de Jordan Bardella, il y a des positions qui sont dangereuses, y compris, et je l'affirme, pour celles et ceux qui auraient pu et qui pourraient voter pour eux, me semble, pour ce que je défends, une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun est fondé à voter pour Jordan Bardella, et on sait que ça s'est fait dans des proportions extrêmement importantes, et y compris en milieu rural. Mais moi, j'affirme que dans les maux dont souffre une partie de l'électorat qui a voté pour Jordan Bardella, précisément, ceux-là vont en pâtir plus fortement encore, parce qu'ils seront moins protégés, parce que s'ils pensent et qu'ils croient en l'éducation de leurs enfants pour aller plus loin, c'est une école à 2 vitesses qui sera mise en œuvre dès le CM2, et donc c'est un danger pour la réussite éducative et pour l'égalité et le mérite républicain. C'est un danger qui est perçu immédiatement par des populations qui se sentent stigmatisées, mais c'est un danger, et je l'affirme, pour des populations qui pensent que ça comporte pour elles une amélioration de la vie, et qui se rendront compte que sur la question des minima sociaux, des protections sociales, la vie va être plus difficile dans le cas d'un gouvernement RN. Bien sûr, mais vous voyez bien que les gens n'ont pas voté simplement pour sauver la République, et ça c'est un élément de langage seulement politicien. Les gens ont voté pour leurs idées pour la France. Il y en a marre d'entendre parler seulement de République, il faut sauver la République, il faut la préserver. Vous m'avez entendu dire qu'il fallait sauver la République. Vous venez de dire justement le mérite républicain. L'école n'est pas une formation du mérite républicain, l'école c'est une formation qui est censée instruire les enfants. Non, je suis désolée. Alors là, nous sommes, et c'est normal, et c'est toute la beauté de la démocratie, nous sommes en désaccord. L'école, pour moi, n'est pas simplement un endroit où on éduque les enfants, pas du tout. Non, on les instruit, je dis pas on les éduque. L'éducation, c'est ni où on les instruit seulement. L'école, pour moi, c'est aussi, alors même que nous naissons dans des milieux sociologiques, des milieux culturels différents, que certains d'entre nous rentrent en maternelle avec un niveau de vocabulaire ou un spectre de vocabulaire beaucoup plus important que d'autres, l'école est là pour justement permettre au plus grand nombre, quelle que soit son origine culturelle, sociale ou économique, d'acquérir un savoir qui nous mette sur un pied un peu plus d'égalité que nos milieux d'origine pour pouvoir se développer dans la vie, s'émanciper, trouver un travail. C'est à ça que sert l'école. Et quand vous dites à des gamins en CM2, on va faire un collège à 2 vitesses, c'est dans le programme du Rassemblement national. Moi, je n'aime pas les procès d'intention. Je regarde les contenus. Et dans le programme, il est bien écrit qu'il y aura un tri fait parmi les élèves de CM2 pour considérer celles et ceux qui devraient pouvoir suivre et ceux qui ne pourraient pas pouvoir suivre. Moi, je pense que ce n'est pas bien de faire comme ça. Si on considère qu'il y a des enfants qui sont en difficulté, alors il faut être en capacité de réformer le collège pour que ceux-ci puissent avoir un suivi qui leur permette de continuer à progresser dans la vie. Vous savez quel âge on a à la fin du CM2 ? On arrive à 10 ans. 10 ans. Est-ce que vous pensez qu'on doit déterminer la vie de quelqu'un à 10 ans ? Moi, je ne le crois pas. Je pense que toute sa vie, on doit être en capacité de former, de donner les clés pour pouvoir se hisser au plus haut niveau et donner de l'ambition.
Et c'est ça pour moi le mérite républicain. D'accord, mais seulement c'est pas un mérite républicain, c'est le mérite de la vie tout court, je pense, et il n'y a pas besoin de rajouter le mot républicain pour former un espèce de public politicien. Et au dehors de ça, je pense que vous venez de démontrer totalement le paradoxe de la gauche aujourd'hui en France, qui d'un côté prône, met en avant les différences en disant qu'il s'agit aussi de qualité, d'avoir des différences, et vous venez de dire que l'école était là pour lisser tout le monde, alors que je pense lycée et l'égalité, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose pour le coup. Tu sais que moi et l'éducation nationale, c'est pas t'as carrément plus de son là. C'est pas un schmilblick ou un mot tiroir. Non, les valeurs républicaines, les valeurs républicaines, ça correspond à des réalités de principes qui sont l'universalisme, qui sont la laïcité, qui sont les principes de liberté. La laïcité pour la République. Absolument. D'accord, donc la République a commencé en 1905. Non, mais d'ailleurs la République, elle a des textes constitutionnels qui démarrent après 1905. Bien sûr. Mais en fait, j'ai l'impression que vous vouliez juste faire de la provoque. Non, c'est pas de la provoque. Non, mais si on doit s'opposer, on peut s'opposer. Mais je pense que la situation est grave. Et donc, elle mérite à ce qu'on ne se moque pas des concepts. Je ne me moque pas du tout, parce que d'ailleurs, je pense que. Non, mais je ne parle pas de moi, je parle des concepts de la République, de l'école, du mérite. C'est pas des schmilblick, des machins, politiciens, tout ça. Puisque l'essentiel à l'école n'est pas de prôner l'universalisme et l'égalitarisme, c'est simplement d'apprendre à compter, à écrire et à parler. Non, attends, tu as quand même l'éducation civique à l'école qui est importante. Ça se fait à la maison, l'école est là pour instruire. Je suis pas d'accord. Même à l'époque de Pagnol, il y avait beaucoup d'éducation que je cite beaucoup. Non, mais par exemple, vous savez ce qu'on apprend à l'école ? On apprend que quand c'est pas simplement écrire, compter ou lire, on apprend quand le professeur ou la professeure intervient à se taire, quand on veut prendre la parole, à lever la main, quand on apprend ça à l'école. Pardon, mais aussi. Non, vous étiez 25 à la maison ? J'étais seul à la maison. Mais ce n'est pas il n'y a pas de question de milieu, de sociaux, etc. C'est quand même des bases de la vie d'apprendre la politesse. Oui, mais ça ne s'apprend pas de la même manière. On va tourner la table. Oui. Elle a quand même dit, je pense, c'est un paramètre à prendre en compte, c'est que on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui soient présents à la maison déjà, premièrement. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure, à la maison, parfois, les situations font que y a une tension qui est réelle. Moi, j'ai grandi dans la cité d'Amouroux. Bon, on ne peut pas forcément s'épanouir comme on le voudrait. Par contre, quand on arrive à l'école, c'est l'adaptabilité. C'est aussi apprendre le savoir-vivre aussi, quand même. Donc je pense que l'école, c'est pas juste instruire. Sauf que c'est de la priorité, et aujourd'hui la priorité n'est pas basée sur les choses qui devraient être enseignées à l'école. Ouais, mais il faut quand même donner le mérite à l'école quand même. Et quel est le rapport avec le programme ? Vous pensez que oui, parce qu'après là on parlait d'éducation, mais après j'aimerais bien parler des autres sujets. Ça ne pose pas problème, je ne suis pas électeur de ce parti-là, j'en ai rien à foutre pour être honnête. C'est pas une question de Rassemblement National. Mais c'était de ça dont on parlait, on parlait du programme, du rassemblement. On parlait pas du programme, je vous disais justement que c'était une panique, c'est un peu l'histoire du garçon qui crie au loup. On crie au loup, puis en fait on se rend pas compte que d'autres choses de plus graves arrivent, et on met l'accent sur des choses très futile. Que le Rassemblement National soit au gouvernement. C'est très futile. Non, c'est pas futile. Ça ne veut pas dire que c'est le seul problème de la France, ni même le seul problème de l'école. Lisez le programme, vous me parlez de l'école comme quoi ça va être une catastrophe, je suis désolé de le dire, mais ça l'est déjà depuis très longtemps, et c'est pas pour autant qu'on... Cédric, si je puis me permettre, faisant partie des gens, il y a un moment que j'ai arrêté l'école, mais bon, j'ai moi-même un fils de 10 ans, et je sais ce qu'il fera quand il sera grand, il sera anarchiste comme papa. Mais dans l'absolu, l'école, c'est un truc aussi qui te permet le vivre ensemble, justement, et le vivre en communauté. Dans l'absolu, c'est ça qu'il y a de génial chez les gamins. Alex peut en témoigner. On a eu fait, moi, quand mon fils était à l'école, on allait faire des ateliers radio avec les gamins. Tu avais des gamins de toutes les origines qui en avaient rien à foutre, justement, que le gamin des origines. Parce que les enfants s'en foutent à la base, c'est les adultes qui viennent mettre tous ces délires-là. Et de balancer des valeurs comme ça, enfin des prétendues valeurs à l'école ne sert à rien, sachant que les gamins n'en ont rien à foutre à cet âge-là. Mais moi qui suis taxé de Pascal Pro toulousain, je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup. Jamais rabâché à l'école dans l'éducation civique. Ah non, moi à l'école, je vais te dire, moi à l'école, on m'a dit que je réussirais jamais dans la vie. On m'a dit déjà tout petit. Bon, je les embrasse. Voilà, je pense que ça va. Mais on m'a appris aussi, et je trouve ça bien. Pourtant, j'ai des parents très présents, mais on m'a appris aussi l'éducation civique, l'éducation sociale, et ça se faisait
un petit peu naturellement dans la cour de récré. Moi, je crois qu'il n'est pas là le vrai problème en réalité de l'éducation nationale. Elle est dans les moyens, avec des enfants qui ont évolué. Les jeunes d'hier ne sont pas les jeunes d'aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. À chaque fois, pour moi, il faut revoir plutôt ces choses-là plutôt que de se dire, ils sont très intelligents, les gamins. Et bon, à l'époque, il était aussi, mais voilà. Aujourd'hui, ils ont Internet. Voilà, ils ont Internet et ils ont accès à absolument tout, et notamment accès à beaucoup de bêtises. Parfois, on les fait grandir un peu trop vite. On les fait grandir un peu trop vite. On va reciter un exemple que j'ai déjà eu cité. En fait, quand on faisait ces ateliers avec Alex, il y a un moment, on était en pleine période Covid, et les gamins leur disaient, vous choisissez le truc, le sujet dont vous voulez parler. Et on arrivait, les gamins, ils nous ont dit, ouais, on veut parler du Covid. On s'est regardés tous les deux, on était là, voilà. Oui. Et l'animatrice nous a dit, non, écoutez-les. Franchement, avec Alex a monté Radio Maison, on a entendu plein de spécialistes, que ça soit médecins, politiques et tout, de tout bord. Tous. Mais alors franchement, tous, nous on s'est pris une tannée en entendant parler des gamins de 7-8 ans, parce qu'ils avaient beaucoup plus de lucidité là-dessus et une manière de raconter les choses qui était, waouh, l'avenir est dans la jeunesse. Il n'y a pas photo, mais bon. Tu es bien d'accord, Lucas? Mais après, par contre, c'est sûr qu'on va clairement pas être d'accord avec ce que vous dites. C'est le but de cette émission, c'est qu'il y a bien tout, sûr. Pour le coup, il y a tous les avis. Parce que l'école, c'est pas juste pour apprendre à compter, lire et écrire. Ça, c'est pour si vous voulez former de la chair à canon. Non, l'école est là pour pouvoir faire en sorte que les enfants sortent en citoyens libres et éclairés. C'est-à-dire libres et éclairés. C'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de pouvoir avoir un esprit critique, de pouvoir. Bien sûr que si, c'est le but de l'école. Peut-être que vous avez, je sais pas si vous avez été dans un établissement public ou privé déjà. J'étais dans le privé. Voilà, justement, si vous avez été dans le privé, bien sûr, l'école publique est là quand même pour justement éviter qu'il y ait des dogmes qui soient mis dans la tête des enfants. À partir du moment où l'école dépend du diocèse, oui, il y a des dogmes. Alors, une école privée. Je suis pas d'accord pour la guerre privée publique. Je crois que c'est pas la priorité. À la messe tous les jours et qu'il y avait un prêtre qui nous faisait cours en nous disant que. Non, mais en tout cas, alors je dis pas ça. Mais il y a des écoles. Le même que tout le monde. L'enseignement. Pour les établissements privés sous contrat. C'est ça. Mais nous, c'était sous contrat. Ah oui, mais je connaissais pas. Mais en tout cas, l'école est là pour former des citoyens libres et éclairés. Elle est là pour que du coup, les enfants qui viennent d'une qui viennent d'un quartier riche, qui soient croyants, non croyants, je sais pas, qu'ils aient de l'argent, pas de l'argent, et bien qu'ils arrivent à l'école et qu'en fait on les regarde pas pour qui ils sont déjà, mais juste on les regarde en tant qu'élèves. C'est-à-dire que y a 25 élèves. Il n'y a pas un élève riche, un élève pauvre, un élève. En fait, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que on va leur dire, oui, vous avez des différences qui sont très bien et il faut les cultiver. Mais quand vous parlez en tant qu'élève, quand je vous parle en tant qu'élève, vous êtes des élèves qui sont là pour apprendre. Bien sûr. Apprendre de la culture, oui, bien sûr. Mais en tout cas, apprendre à être des citoyens libres et éclairés. Après, je trouve ça important parce que l'éducation et l'école, c'est un sujet fondamental et ça nous touche tous. Mais effectivement, vous aviez posé ça n'a pas rien à voir. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Je pense que c'est absolument essentiel. Mais il me semble que aujourd'hui, malheureusement, là où on peut s'accorder, c'est que l'école, qui a beaucoup trop de missions, faillit aussi dans ses missions premières, que sont celles de transmettre le savoir. Et dans une classe, les élèves sont des élèves, mais par exemple, nous savons tous, moi j'ai fait l'école des Vergers au Mirail, on sait que les moyens ne sont pas les mêmes que dans d'autres écoles. Et s'il y a des familles d'ailleurs qui font le choix davantage pour le collège que pour l'école, de mettre leurs enfants en établissement privé, et c'est un choix dont ils sont libres, c'est parce que souvent ils craignent que les moyens, les questions d'enseignement soient réalisées de manière moins individualisée, moins attentive à l'élève que dans d'autres endroits. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour l'école. Je pense que ça a un impact, que ce soit le Rassemblement national qui gouverne la France ou qui ne le soit pas, mais ce n'est malheureusement pas le seul impact. Alors justement, vous parlez de questions de choix et de moyens. Il y a aussi justement une question de moyens, qui est une question de moyens pécuniers pour pouvoir mettre les enfants à l'école. Est-ce que vous continuez sur l'école? Je crois qu'on après on parlera d'autres trucs parce que il est déjà. Je suis preneuse. Justement, est-ce que le problème n'est pas dans la répartition du budget? Vous voyez qu'on ne va pas sur l'école, je glisse ailleurs. Est-ce que justement, la manière dont est géré le budget de l'État à l'heure actuelle, on va pas se mentir, moi dans l'absolu je pars du principe où un prof c'est plus important qu'une caméra de surveillance, voilà, ou comme missile nucléaire. Est-ce que justement
il n'y a pas un problème dans la manière dont l'argent est réparti. Et justement, est-ce que c'est pas ça le problème, au-delà de toutes les casquettes? Parce que pour moi, le problème, il n'est pas entre gauche et droite, il est entre souverainiste et humaniste, ce qui n'est pas la même chose. Est-ce que justement, il n'y a pas un risque qu'on parte moins justement vers tout le côté social que peut amener l'école et tout le reste niveau social, pour partir beaucoup plus sur un côté où on va mettre en avant le sécuritaire, le privé, les choses comme ça. Vous voyez, moi je pense qu'un des problèmes de la vie politique aujourd'hui, c'est qu'on attribue le social à la gauche, l'économie à la droite, la sécurité à la droite, alors que je pense que les citoyens ont besoin d'éducation, ils ont besoin de sécurité qui est un droit, et on a tous besoin, enfin en tout cas une très grande majorité, de travailler, et en cela il y a besoin que les entreprises puissent générer des emplois. Et donc je pense que tant qu'on aura une vision extrêmement segmentée, voire un peu datée des choix d'orientation politique en les attribuant à tel ou tel camp, finalement on faillira dans la manière de répondre à nos citoyens. Et c'est peut-être d'ailleurs en partie pour cela qu'ils disent qu'ils ont essayé un bord et l'autre et qu'ils veulent voir autre chose. Ce qui est un discours aujourd'hui qui doit être entendu tout en proposant d'autres solutions que celles vers lesquelles on pourrait aller droit au but. Et sur la question du budget, moi je considère que l'éducation, la santé doivent être des priorités, mais à la réalité, les transports aussi. On ne peut pas accepter que toute une partie de notre territoire soit exclue ou assignée à résidence parce qu'on ne leur propose pas des transports dignes de ce nom, et ça a été le début des Gilets jaunes. Je pense aussi qu'il faut être en capacité d'avoir une défense, et une capacité de défense, notamment alors que la guerre existe sur le continent européen. Donc, je crois plutôt que c'est notre manière de redistribuer les richesses et de faire le choix de priorités politiques qui doivent être partagées par la population, davantage que entre deux élections, quand bien même on provoque des dissolutions intempestives un peu n'importe quand pour voir quelles orientations pourraient être mises en œuvre. Parce qu'à la réalité, sur ces élections-là, est-ce qu'on a eu un seul débat sur les orientations et les allocations budgétaires à mettre en œuvre? Pas réellement. Il y a eu une proposition qui est celle du Rassemblement national, avec un programme qui fait que varier d'un jour à l'autre, et une autre proposition qui est de faire contre ce programme-là, qui n'est pas une proposition pour gouverner ou pour des orientations pour la France en soi. C'est en quoi la dissolution était décidément une bien mauvaise idée dans ce calendrier. Pour moi, je dis depuis le début, il aurait dû changer 3 ministres, point. Voilà, et 3. Il aurait dû changer éducation, il aurait dû changer Dupond-Moretti, tribunal. 5 ministres en 3 ans. Hein, il aurait dû. Oui, voilà. Si on s'accorde, on dit que c'était important, il faudrait peut-être arrêter la valse. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que. Arrêtez Valls. Mais non, mais si tu veux, ça fait longtemps. Si vous voulez, il prend des ministres où il en prend un qui est comme ci, puis il prend l'inverse, puis ensuite il reprend un qui est comme. On était dans le en même temps, ça fait 7 ans, plus de 7 ans, je crois qu'on est dans le en même temps permanent. Le pays n'a jamais été aussi divisé. Il a dit avec moi, il n'y aura pas plus de division, je vais tout réconcilier, ça va marcher. Voilà. Et là, on se rend compte que ça ne va pas. Moi, il y a un sujet. C'est parce qu'on n'apprend pas les fondamentaux à l'école, ils ne connaissent pas la division. Donc l'école. Ah non, c'était pas ça. Je me permets juste une petite aparté par rapport à l'école. Je pense que pour les auditeurs, c'était une blague. Les enfants qui regardent de toute façon les médias aussi aujourd'hui, ils se nourrissent aussi d'informations qu'ils voient y passer. Et je pense que c'est très important de comprendre que sur YouTube, par exemple, qui est un des plus grands médias aujourd'hui utilisés pour vulgariser l'information, je pense que c'est important de comprendre que l'algorithme, on peut le maîtriser. Il faut savoir s'en servir et le proposer aux enfants pour qu'ils puissent, en dehors de l'école, parce que l'école ne doit pas non plus être responsable du fonctionnement ou de la pensée des élèves. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire avec ça. Avec l'association Check the Flow, on a la chance de faire des ateliers dans les écoles. Et on parle aux enfants de l'algorithme. Et tu disais que tu étais surpris un peu de leur discours, parce qu'ils sont éveillés, les enfants, maintenant. Nous, on leur fait faire des graphes, et des fois, quand ils graphent des choses, il y a des mots qui sortent comme ça, qui sont vachement surprenants. Et en fait, derrière, il y a une idéologie, carrément, déjà, à cet âge-là. Donc... éduquez vos enfants sur l'algorithme YouTube, les auditeurs. Mais c'est vrai qu'après... Justement, Alex, vu que tu parlais du côté changé de 3 ministres, alors moi, il y a un truc qui m'amuse depuis ce matin, vu que tu parlais du côté média, c'est qu'on voit tous les médias, BFM, CNews, mes amours, je vous embrasse, qui sont là en mode, oh là là, mais il va y avoir peut-être un gouvernement de coalition, comment on va faire ?
Alors, petit cours de mathématiques, justement, c'est de toute façon, soit il y a un camp qui a la majorité, soit sinon, de toute façon, s'il n'y a pas quelqu'un qui a la majorité, ça va partir en coalition. Je crois que c'est du maths niveau CP, CM1, ça à peu près. Justement, est-ce que quelque part, il n'y a pas une hypocrisie sur ce côté oui, il faut à tout prix qu'il y ait une majorité. Voilà. Est-ce que ça peut marcher d'après vous? On va pas dire une coalition, mais des gens qui parlent entre eux. Mais on est une anomalie, ou en tout cas une singularité en Europe. Dans la plupart des autres pays, les élections législatives se font à la proportionnelle et ils sont systématiquement dans l'obligation de trouver une coalition. Je pense que dans le débat actuel, il y a la question de l'impasse dans laquelle se trouve notre système en France. Dans des modalités d'élection, on a les élections législatives qui sont après l'élection présidentielle et du coup qui font ratifier une espèce de majorité. Là, on voit qu'on est dans un autre cas et que le débat pourrait du coup être différent. Et d'un point de vue démocratique, moi je trouverais plus sain qu'on soit dans l'obligation dans un scrutin à la proportionnelle, de former des coalitions, de construire des programmes et des points d'équilibre majoritaires en confrontant les idées. Je trouverais ça plus à l'image de ce que souhaitent ensuite les Français dans la manière dont ils expriment. Là, on voit bien que les photos ne sont pas les mêmes entre des premiers et des seconds tours qui peuvent complètement bouleverser la première expression et la première intention de nos concitoyens. Donc, à votre question, c'est oui, je pense souhaitable dans une maturité politique qui serait haute qu'un scrutin à 2 tours majoritaire, de pouvoir construire des coalitions et du coup de construire ce qu'on appelle du consensus plutôt que des fractures. Et la France aujourd'hui, vous l'avez dit Alexandre, elle est fracturée et le système politique actuel encourage ces fractures et ces oppositions. Vous pouvez être pour ou contre, la nuance n'est pas bienvenue, encore moins chez les médias que vous avez cités tout à l'heure. C'est un système qui est tout... Bien que j'aime beaucoup Pascal Praud personnellement. C'est un système qui a reconnu beaucoup d'erreurs. C'est un système qui est... C'est rare chez les journalistes. Autre erreur qu'avait fait par exemple Emmanuel Macron, c'était de maintenir le second tour des municipales. Ça a donné quoi? Ça a donné par exemple sur la ville de Béziers, et je ne dis pas ça parce que c'est Robert Ménard qui n'est pas foncièrement mon ami, ça aurait été un mec de gauche, ça aurait été la même. On s'est retrouvé avec Robert Ménard qui sur 110 sièges qu'il y a, en a 96. Et je le dis, c'est pas parce que c'est l'extrême droite, ça aurait été l'extrême gauche, l'extrême centre, ça aurait été la même. Robert Ménard, c'est l'extrême girouette quand même. À partir de là, sur la municipale, de mémoire, il y a 110 places sur Béziers, il y en a un peu moins, mais en tout cas... Il y a peut-être une petite erreur, parce que sur Toulouse, par exemple, qui est quand même singulièrement plus important en termes de nombre que Béziers, il y a 71 bon, ben alors c'est moi qui n'ai pas dû bien écouter à l'école, mais enfin, en tout cas... ça vous semblait disproportionné. On ne va pas se mentir, il a 90%. Mais de toute façon, ça me prend disproportionné pour Ménard de toute façon. Non, mais c'est disproportionné pour Ménard, mais c'est disproportionné, je dirais, quelque part pour tout le monde. Que je rêverais d'interviewer. C'est bien d'avoir une opposition en face, c'est bien justement le débat nourrit. Ouais. Quand c'est un débat, quand c'est intelligent, quand c'est ça nourrit quoi. Et alors, bon, là c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'éducation, le temps passe, le temps avance là. Moi je voulais revenir sur beaucoup de... alors, l'école maternelle. Non, là j'ai vu, parce que beaucoup de politiques se désistent. Là, il y a eu, vous avez mis un mot pour, donc j'imagine une lettre pour Dominique Faure, il me semble. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Parce que je sais, voilà, comme il y a 3 groupes, c'est très compliqué tout ça. Comme disait, je crois que c'était Philippe Bapt, si tu veux vraiment dégoûter les gens des élections, de tout ça, vraiment tu mets plein de choses comme ça, et puis ensuite les gens vont complètement déconnecter et vont voter pour ce que vous n'aimez pas voir, ou parce qu'on n'aime pas voir, ou parce que voilà. Donc c'est vrai que là, moi je comprends les Français qui sont un peu perdus. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment ça s'est produit ça? Donc ils ne comprennent pas beaucoup. Sur la 10e circonscription? Sur la 10e circonscription. Donc vous savez qu'il y a 577 circonscriptions en France. Ici nous sommes en Haute-Garonne, il y en a 10. Prenant le territoire toulousain stricto sensus, il y en a 4. Là, la 10e n'a pas de partie toulousaine sur son territoire. Il y a une partie rurale, il y a une partie sur l'agglomération dite du Sicoval, c'est-à-dire avec Ramonville, Aigues-Vives, etc. Il y avait donc 3 candidats qui sont arrivés et qui pouvaient se qualifier pour le second tour, parce que il suffit pas d'être devant, il faut aussi, pour pouvoir se maintenir quand vous êtes 3e, réunir plus de 12,5% des inscrits. Et donc plus il y a de participation,
plus, vous n'êtes pas obligé de faire un score haut pour vous maintenir. S'il n'y a que 50% de participation, vous devez faire 25% pour être maintenu au troisième tour. Là, ce n'était pas le cas. Et puis plus il y a de candidats aussi au premier tour, et plus ça éparpille, etc. Donc là, dans le tiercé, Jacques Auberty, qui est le président de l'agglomération, est arrivé en tête. Le Rassemblement national est arrivé second. Et 6 points derrière le premier, la ministre Dominique Faure est arrivée troisième. Le sujet qui s'est posé, c'est est-ce que le Front National, le Rassemblement national, peut gagner? Dans le score qu'il établit en étant seconde, oui, il peut gagner s'il y a 3 candidats. Et donc, je souhaitais que soit mis en œuvre le Front républicain, par lequel, en fait, le candidat le mieux placé reste seul à affronter le Rassemblement national pour augmenter ses chances de gagner, tout simplement en évitant d'éparpiller les voix. Et c'était également les engagements pris la veille par le Premier ministre, et Dominique Faure est aussi ministre du gouvernement, donc l'idée par Gabriel Attal. Et je connais Dominique Faure et j'apprécie Dominique Faure. Je la connais parce qu'elle a longtemps été vice-présidente de la métropole en charge notamment des questions économiques. Donc on a beaucoup travaillé ensemble, puisque moi aussi j'étais en charge des questions économiques. Et puis, je connais aussi très bien Jacques Auberty, qui se fait qu'il est social-démocrate, pro-européen, donc sur des valeurs que moi je défends, qu'il est donc très très loin de la France insoumise, qui a des philosophies que je ne partage pas pour certains. Pourtant, il y a eu un rassemblement avec la France insoumise. On reviendra sur ça. Et Jacques Auberty est également président de l'association de maires de la Haute-Garonne, c'est-à-dire l'association qui réunit des maires de toutes les étiquettes et toutes les sensibilités de la Haute-Garonne. Il est donc très loin d'un individu prônant l'extrémisme, le sectarisme, les purges ou que sais-je. Et donc, je pensais bien et normal, d'un point de vue démocratique, de lui permettre d'avoir cet élan-là. Et je sais à quel point ça a dû être difficile pour Dominique Faure. Voilà comment elle a pu le prendre, justement, parce qu'on parle beaucoup des... Je suis heureuse aujourd'hui qu'elle ait pris cette décision, qui a dû être difficile, mais qui permet d'envisager les résultats différemment. Parce qu'on parle beaucoup des politiques, mais humainement, parce que c'est vrai que c'est quand même un engagement, ministre. Et elle s'est dit, je me sacrifie sans problème, ou il n'y a pas eu... Elle vous le dira. C'est jamais... Ça peut être sans problème, c'est jamais sans douleur. Un engagement, c'est un véritable engagement. Et je ne doute pas de la sincérité de l'engagement de Dominique Faure. J'entends parfois sur les plateaux, vous voyez, se moquer des parcours politiques en disant, voilà, mais lui, il n'a jamais travaillé. Or, ça s'applique, y compris à des candidats extrêmement jeunes, etc. Je crois que ce qui serait grave, c'est de n'avoir aucune idée de la réalité de la vie des Français. Par contre, dire que ce n'est pas un engagement, que ce n'est pas du temps, je trouve ça trop facile aussi. Il y a beaucoup de gens qui gagneraient mieux leur vie en faisant autre chose qu'en étant élu. Beaucoup. J'en connais un qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps et qui en a fait une belle proposition. Il a dit, je gagne très bien ma vie et je suis tranquille. C'est un choix. C'est un choix. Et donc, tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais il n'y a pas de raison que ce choix soit ridiculisé ou décrié. Je regardais Martin, s'il me regarde. Oui, Cédric. Qui veut parler? Non, je t'en prie. Allez-y. À toi l'honneur, non? J'ai plusieurs points, enfin c'est des interrogations. La première interrogation, c'est est-ce que ce n'est pas hypocrite de retirer un candidat, et est-ce que ce n'est pas tromper les électeurs qui ont choisi justement ce troisième candidat qui va se désister en leur disant à ces électeurs-là, bon, votre candidat, il sort pour un autre, sachant que les valeurs ne sont pas forcément communes stricto sensu, et qu'il va falloir donc faire un vote un peu de dernière chance, si je puis dire, parler de front républicain, considérant donc que le Front National, le Rassemblement National n'est pas un parti républicain. Absolument. Alors qu'il se présente à des élections républicaines au sein de l'institution. Alors voilà, pourquoi il n'est pas, pour revenir sur cette question, en quoi il n'est pas républicain? C'est vraiment une question, puisque beaucoup de gens se posent la question, et c'est vrai, c'est ce que dit Martin, je l'entends aussi, parce que beaucoup de gens posent la question, ils sont énervés, et ça risque, moi j'ai peur de dire qu'ils ne sont pas républicains, c'est pour ça que vous allez nous expliquer avec toi Lucas de la LICRA et vous. Mais c'est vrai que beaucoup de gens disent, on nous dit qu'ils ne sont pas républicains.
républicains, c'est la question qui revient tout le temps, alors qu'ils sont quand même à l'Assemblée, qu'ils siègent à l'Assemblée, qu'ils ont pu se présenter aux législatives, qu'il y a des maires. Voilà. En quoi, et ma question est vraiment sincère, parce que je suis un peu un bonnet, et donc j'aimerais savoir en quoi ils ne sont pas républicains. Et voilà. Mais vraiment, moi j'aimerais juste donner un exemple déjà pour commencer, pour dire qu'être à l'Assemblée, ça ne veut pas dire être républicain. Pendant la Deuxième République et au début de la Troisième République, il y avait des royalistes qui étaient à l'Assemblée nationale. Donc a priori, être républicain n'est pas un prérequis pour être élu de la République. D'accord, mais sauf qu'il ne se présente pas sous une étiquette autre que républicain. Je vais décliner quand même les choses. Quand on défend des positions qui, je vais quand même donner peut-être une qui pour moi semble être quand même la plus criante, qui clairement dit je veux faire un programme, mais pour l'appliquer, je devrais par contre passer outre le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire passer outre la loi fondamentale de notre pays. Mais excusez-moi, ça veut bien dire que non, on ne s'inscrit pas dans ce qu'on considère être les lois de la République. Donc le général de Gaulle n'est pas républicain. Alors je ne dis pas ça parce que si vous parlez, j'imagine, du référendum qu'il a fait pour le suffrage universel, c'est contesté au niveau constitutionnel si c'était ou non bon. Bon, ça, on va laisser le débat aux constitutionnalistes. Mais après, s'il n'y avait que ça, quand on a des mesures qui viennent, par exemple, ségréguer, et j'utilise ce mot à raison. Excusez-moi, la priorité nationale, c'est... Charles Pasqua était républicain. Alors, excusez-moi, je vous ai quand même laissé parler, donc si je peux quand même finir... Oui, allez-y, parce qu'en plus le temps est très restreint. Donc, quand on a des mesures qui quand même viennent contrevenir donc, à la Constitution, quand on veut trier les individus sur le territoire national, qu'ils aient ou non la nationalité, et même d'ailleurs... S'ils ont la nationalité française, s'ils ont une deuxième nationalité, on va leur dire « Ah oui, mais tu ne pourras pas faire ça ou ça ». Quand on a des élus qui, en plus de ça, bon, ça c'est peut-être pas le fait que ce soit pas républicain, mais c'est plus le fait qu'ils soient dans l'égalité, qui tiennent des propos soit antisémites, soit complotistes, soit racistes, soit xénophobes. Comme les rappeurs qui ont fait un rap en parlant des francs-maçons, en oubliant que leur candidat, que leur candidat Jean-Luc Mélenchon est franc-maçon, d'après ce que... Mais ça c'est autre chose. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui font que le RN s'inscrit en dehors du champ républicain et est classé à l'extrême droite, pas que par nous, par le Conseil d'État aussi. Hein. Ah oui, non, mais ça s'appelle un spectre politique, il n'y a pas de concertation, mais ça ne veut pas dire... Mais... pardon, c'était une interruption mélomane en fait, puisque vous parlez de ce rap que j'ai écouté avec plusieurs artistes. Il fait que j'écoute pas mal de rap, et par rapport à ce rap-là, sur lequel il y a plusieurs paroles qui me posent moi problème. Mais même certains personnages qui posent problème. Il y a un des rappeurs quand même qui dit, à une certaine époque, il s'est filmé en plus en disant qu'il ne faut pas qu'il parle aux homosexuels et je ne sais plus, et aux juifs. Ça, je ne savais pas. C'est important de savoir qui... Dans l'expression, y compris dans la manière de désigner les femmes, à plusieurs reprises, quelles que soient ces femmes-là, je suis désolée, il y a des mots qui sont insultants. C'est insultant, c'est injurieux. Il y a des choses fausses, il y a le délire complotiste, Illuminati, etc. Enfin bon, voilà. Donc ça ne va pas. Par contre, il y a des artistes de rap qui avaient fait 11 minutes 30 contre le racisme, et donc vos auditeurs, je les invite à taper, à chercher, et là on est sur un autre niveau. Il y a des morceaux en playlist. Et on a Big Flo et Oli, Chevalier des Arts et des Lettres, qui ont écrit Sacré Bordel. Big Flo et Oli. Absolument. Voilà, absolument. Il y a des messages. Parce que j'ai beaucoup entendu parce que ce rap là effectivement est voilà, pourtant il y a Kenaton dedans quand même, il y a du monsieur. Ouais, mais même dans les paroles à Kenaton, je suis désolée. Il m'a choqué. Je sais bien, mais je suis surpris aussi. Voilà. J'étais déçue. Je me dis peut-être voilà. J'ai entendu que vous étiez de Marseille, moi je suis né au Bagne. Donc voilà. Comme mon papa. Il y a quand même. Et non, c'était né au Bagne aussi, parce qu'il y a mon petit frère, je crois. Ouais, Marseille, t'es né au Bagne toi aussi. Mon petit frère qui est né aussi au Bagne. Mais c'est pour ça que parce que j'ai oublié de le dire à l'antenne au tout début. C'est ta cousine. Non mais c'est vrai. Le complot des médias. Non parce que là, puisqu'on est entre nous. On est entre nous, il y a personne qui nous regarde, qui nous écoute. Tous les Toulousains sont Marseillais depuis vendredi dernier, et la victoire du stade. Je suis bien d'accord, et j'étais juste avant, j'y suis passé avant devant, donc je me dis peut-être qu'il y a eu un. Non mais voilà, je le dis à l'antenne aussi, Nadia Palefig, voilà, c'est vrai que j'apprécie énormément. On se connaît, on s'est vu, voilà, avec Solidarité étudiant notamment.
voilà, maintenant je sais d'où ça vient, c'est parce qu'elle est d'Aubagne. Comme mon frère aussi, je suis de Marseille. Voilà, c'était pour le petit. Nous reprenons les débats. Non, t'as pas dit que ton père avait été chef de gare à Aubagne. Chef de gare à Aubagne, c'était mon père. Oui. Retraité maintenant. Moi, le mien était tuyauteur-soudeur sur le chantier naval de La Ciotat. Et La Ciotat, d'ailleurs, où j'ai été conçu. Non, mais c'est vrai. Oui, mais là, mon père n'a aucune responsabilité, que je sois clair. Non. Après, ça fait du bien, pardon. Il faut rire. Ces intermèdes font du bien. Il faut se dire, c'est fait pour ça. C'est parce que, voilà. Ça fait du bien aussi parce qu'on vit des moments qui sont pas drôles. Et moi, je dois vous le dire, et c'est pas pour moi individuellement qui sont le plus difficiles. Évidemment, j'interroge mon engagement politique. Moi, je me suis engagée d'abord pour lutter contre le racisme, puis contre le sexisme, parce que les mêmes qui étaient victimes du racisme pouvaient être auteurs de sexisme. Quand vous êtes du Mirail, vous le constatez assez vite. C'est bien de le dire. Vous luttez contre le racisme, contre le fait que vos copains ne peuvent pas sortir, rentrer en boîte de nuit, et puis les mêmes qui trouvent ça hyper cool d'être avec vous, considèrent que leur sœurs doivent rentrer presto après les cours. Et donc je me suis dit qu'on pouvait être victime de discrimination et auteur de discrimination, et qu'il fallait que je m'engage contre ça en tant que femme. Donc ces engagements, la lutte pour l'égalité contre les discriminations, c'est ce qui a fondé mon engagement. Et moi en 2002, alors que j'étais une femme de gauche, et c'est la première fois que je votais, j'ai eu aucune hésitation à voter pour Jacques Chirac. Et je l'ai refait pour Emmanuel Macron à chaque fois que j'ai considéré que ça pouvait donner une orientation à mon pays à laquelle je ne souscrivais pas. Et c'est pas contraire au pluralisme. Vous voyez, moi j'ai très bien pu glisser un bulletin. Certains disaient en montrant des pinces à linge, et j'ai vu que ces images ressortaient, aller voter en se bouchant le nez. Non mais pardon, mais ça dépend de l'air qu'on veut respirer lundi, quoi. Donc moi je n'ai aucun problème sur... oui, c'est assumé complètement. C'est assumé pleinement, mais je n'ai aucun moins de problème que ça se pose en second tour. C'est-à-dire que j'ai des priorités. Voilà. Au premier tour, il y a eu, pour moi, des choix qui n'étaient pas les miens. Et je suis plus Front républicain que Front populaire. Mais ça, bon, voilà. Et encore moins le Front national. Voilà. Non, mais ça n'existe plus. Justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un décalage? Parce que bon, on est à peu près de la même génération. Moi, je me souviens, à une époque... 30 ans. Voilà, 25 et demi. Il y avait le seul, à la limite, qui allait dire des dingueries, mais vraiment des vraies dingueries, bien dingues, c'était le menhir, comme on l'appelle, Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, je rappelle à Emmanuel Macron, si vraiment l'extrême droite passe, je conseille Jean-Marie Le Pen à Matignon. Ça va mettre de l'ambiance. Mais à l'heure actuelle, il y a une banalisation, et là-dessus qui vient, c'est pour ça que tout à l'heure je disais le souci, pour moi, il est entre, on va dire, les gens qui sont pour l'intégration et ceux qui sont pour l'assimilation, comme le dirait ce cher Zemmour, à Rome, tu t'habilles comme les Romains. Est-ce que justement, il n'y a pas eu une banalisation? Parce qu'à l'heure actuelle, on entend des ministres ou des élus de tous les bords dire des dingueries, et puis personne ne bouge. Oui, mais moi je pense même que là vous allez dans un débat, et je pense qu'il est tout à fait intéressant ce débat sur intégration et assimilation, mais à la vérité je ne crois pas que c'est ça qui a déclenché le vote de nos concitoyens. Je pense d'ailleurs que dans le vote qui s'est exprimé en faveur des candidats qui étaient là pour le Rassemblement national, dont pour beaucoup on ne connaît ni leur visage, y compris les gens qui ont voté pour eux ne savaient pas forcément pour quelle personne ils votaient, c'est pas tant un déclenchement d'un vote raciste. Y compris parce qu'il y a des endroits où ce vote-là s'est exprimé, où il n'y a absolument pas d'immigrés ou de Français d'origine ou je ne sais quoi dans les termes qui sont faits. Et donc du coup, il y a toute la question qui se pose aussi de la présence des services publics, de la présence de la République dans les territoires. Il y a tout un ensemble de raisons de gens qui, objectivement, souffrent aujourd'hui. Certains d'entre eux sont racistes. Et il faut aller combattre ça. Mais il y a tout un ensemble de raisons. Et ça serait fort. Par exemple, moi, ça me hérisse d'entendre des gens dire voilà, c'est des nazis. Il y a tant de nazis en France. Y compris, il y a toute une population. Il y en avait qu'une et elle mettait la casquette sur une photo. Il y a tout un tas de personnes qui ne connaissent même pas le lien entre Jordan Bardella et Jean-Marie Le Pen. Et tous ceux qui, de notre génération, pensent que en brandissant Jean-Marie Le Pen, on fera peur à ceux qui ont l'intention de voter Bardella, se trompent. Et je pense que tant qu'on continuera à faire ça, on pourra pendant très longtemps appeler à l'union ou au front républicain. Mais moi, vous voyez, je suis convaincue que c'est la dernière fois que ça fonctionne, peut-être.
le Front républicain. Parce que les gens, en fait, au bout d'un moment, d'abord, il y a un certain nombre de notions qui disparaissent parce qu'il y a un discours qui s'est poli et il faut être en capacité aussi de leur proposer autre chose. Le succès aujourd'hui du Rassemblement national, c'est pas simplement le talent et la mèche gominée de Jordan Bardella. C'est aussi l'échec de tous les autres. Moi, je pense que la popularité, c'est terrible aussi. Sur les médias, c'est toujours pareil. Avant les grandes élections, il y a toujours un candidat qu'on va rendre très populaire sur les réseaux sociaux, sur les médias. Et je pense que les gens sont sensibles à ça. Du moment que sur TikTok, il va avoir la meilleure punchline, ça va être repartagé plein de fois, on va se dire Après, il y a des bots apparemment aussi. Ouais, mais oui. Alors, il y a beaucoup de bots. Et on a découvert Marine Tondelier ce matin. Il y a des fausses vidéos qui sont sorties, c'est vrai. Mais c'est malheureux de voir que les gens se fient en fait à voilà, il va y avoir une discussion, il va avoir une bonne punchline, il va être vif d'esprit, on va se dire lui c'est cool. Vif d'esprit, on peut en discuter. Bon, voilà. Oui, ça, c'est la preuve, vu qu'on parlait de Jean-Marie Le Pen, on peut se mentir, la vivacité d'esprit, il y en a. Il est sous tutelle. Moi, il est sous tutelle, du coup, je dis plus rien. Mais je sais pas. Oui, je sais bien. Non, mais faut arrêter. Enfin, vous voulez vraiment Jean-Marie Le Pen Premier ministre? Non, il faisait une vanne. Non, il faisait une vanne par rapport au. Non, il disait un truc par rapport à la tutelle de Jean-Marie Le Pen au moment où il devait être jugé, je crois, pour une affaire. Ils ont investi un candidat qui était sous curatelle. C'est ce qui est illégal. Non, mais c'est en plus, pour bien le préciser, moi, quand je disais tant qu'à faire si on a l'extrême droite, autant mettre Jean-Marie Le Pen comme Premier ministre, parce que déjà, ça va dans la culture macroniste. Non, mais arrêtez, on ne peut pas aller au bout de l'horreur tout le temps. Quoi. Mais si, mais franchement, vu comment il est parti papier, en 2 jours, il a tout fait péter. Voilà. Si on fait ça, non, mais c'est vrai que dans cette élection, il y a énormément, puisqu'on parlait des bots à un moment, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a une ingérence quand même assez hallucinante qui est avérée. Qui a été démontrée. Voilà, qui est avérée de la Russie, par exemple, qui. Mais merci d'en parler, parce que de rien. Il y a très peu de médias qui en parlent. Pascal Pro en a parlé. Je parle de tout, mais je suis très honnête. Et ce que j'aime, c'est justement reconnaître aussi que peut-être les Français ont voté Rassemblement national parce qu'il y a eu des tas d'échecs, ou du moins un ressenti d'échecs, parce que en économie, bon, même si c'est un drame, c'est pas non plus, on n'est pas les pires, on n'est pas les plus mal logés. Quand je sors dehors, je ne me sens pas, j'ai pas l'impression que je vais mourir. Quand on a quand même des enfants qui vont à l'école, parce que je suis le premier, moi, à râler. Bon, c'est mon rôle aussi, c'est mon travail. C'est mon travail de râler, mais je dois reconnaître aussi que, bon, ça va. Je veux dire, moi, quand je vois les fleurs de printemps arriver, quand je vois tout ça, je me dis, bon, oui, c'est pénible, le gaz va augmenter de 100 et quelques euros par an encore, là. Oui, c'est pénible. Si le FN passe, c'est rassurant que le prix du gaz monte. C'est pas possible, j'en ai marre, je t'adore. Mais voilà, donc... Mais en même temps, je me dis, pardon pour le en même temps, mais il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent. On a encore vu Madame Thévenot qui a été attaquée et sa suppléante a été attaquée de façon, je me dis, comment on laisse une porte-parole du gouvernement de la France, d'un pays, regarder en ce moment. Comment on laisse qui que ce soit se faire taper dessus. Non, ce que je veux dire, bien évidemment, bien sûr. Cédric a des solutions. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a quand même, je parle de l'image, il y a les JO qui arrivent, on voit une ministre, tout le monde va le voir ça, on voit une ministre, une porte-parole du gouvernement attaquée à coups de trottinette par des Kairas qui viennent en groupe, parce que c'était prévu d'avance visiblement, et se font massacrer à coups de trottinette dans la mâchoire, la voiture a été touchée. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même une personne qui doit être protégée. Donc si elle, je me mets à la place des Français, si même elle n'est pas protégée alors qu'elle est la porte-parole du gouvernement de la France, et je me dis, les gens peuvent avoir peur et donc se dire, et c'est un peu l'impunité, surtout qu'on va sûrement deviner que c'est beaucoup de mineurs, ça va être jugé par Dupond-Moretti qui... voilà. En ce moment, particulièrement beaucoup de temps à l'étranger et à Bruxelles, parce que, précisément parce que la France s'occupe d'autre chose, on n'est pas à Bruxelles au moment où sont choisies les orientations européennes de la Commission. Et donc, j'ai pas eu ce temps et j'essaie de défendre modestement ce que sont les intérêts d'Occitanie. Moi, je n'ai pas la responsabilité de la France. Mais pour Occitanie, les fonds européens, c'est un peu plus d'1,4 milliard d'euros. Ça finance les tableaux blancs dans les écoles de Toulouse et de Montpellier. Ça finance les 2 passerelles, 13 millions sur les 15, qui sont les passerelles cyclables et piétonnes de l'île du Ramier. Bref, c'est du ça finance l'agriculture. On est quand même la région avec le plus gros vignoble de... agriculteurs occitans sont bénéficiaires justement, on a un agriculteur à côté de nous. Oui, mais même pas moi, il y a 45 000 exploitations qui font ça. Je finis. Mais bien sûr, c'est pour ça que je laisse finir. Le raisonnement. Et donc,
les collègues européens d'autres pays, ils comprennent pas ce qu'on fabrique. Honnêtement, ils nous disent c'est obligé en fait là la dissolution. Ben non. Alors pourquoi vous l'avez fait? On a des moments importants. Il y a la guerre en Ukraine, il y a les Jeux Olympiques. Vous allez recevoir le monde entier et en fait vous savez même pas qui va gérer les fonds des Jeux Olympiques. Ils ne comprennent tout simplement pas ce qu'on est en train de faire. Et on avait. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'a fait le président de la République. Mais pour le coup, on avait gagné un peu une image dans la sphère européenne un peu plus positive. Et sur la sphère internationale, il avait été dit qu'il avait été perçu comme dynamique. Ouais, tout il y a eu quand même des... autant vous dire que même là-dessus, on a une image aujourd'hui assez calamiteuse. Ça avait déjà commencé quand il avait dit qu'il enverrait des gars en Ukraine. Ça ne toucherait que le président de la République. Mais là, le problème, c'est que ça a des impacts. On a des discussions avec la Banque européenne d'investissement auprès desquels on fait des emprunts. Quand vous perdez la confiance, d'aller sur ce terrain-là, mais des marchés financiers, vous empruntez plus cher. Si vous empruntez plus cher, vous augmentez la dette ou vous faites moins de choses. Il y a besoin de faire beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin d'augmenter la dette. On va faire remarquer un truc qui rêvait de rentrer dans l'histoire. Emmanuel Macron, il y est arrivé là sur le coup. Je ne sais pas pourquoi. Très fort. Chaque président arrive à nous faire regretter le précédent quand même. Le problème de la dissolution, c'est quand même donc que, comme Nadia a pu le dire au début de l'interview, c'est que les gens ont voté il y a 3 semaines. Il n'y a aucune raison qu'ils se dédisent. Et on l'a vu avec le premier tour. Et quand on voit ils ont appelé ça des brebis galeuses du Rassemblement national. Tous les jours on en a des pires. Là on parlait de l'agriculture. Moi tout à l'heure j'ai fait une blague à un ami, je lui ai dit si ça continue comme ça ils vont avoir le plus gros cheptel d'Europe, ils vont toucher toute la PAC des agriculteurs. Mais en tout cas le vrai problème dans tout ça, c'est que le Rassemblement national dimanche est une majorité ou pas d'ailleurs, que cette majorité soit relative, absolue, c'est quand même qu'il y aura un nombre de députés qui, eux, contrairement... Il vaut mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que les députés, eux, du Rassemblement national, contrairement aux électeurs qui, eux, sont beaucoup dans un vote de rejet ou dans un vote de détresse, eux, c'est des vraies personnes dangereuses, les élus du Rassemblement national. Dangereuses, certains pour leurs idées racistes, xénophobes, antisémites, complotistes, homophobes et j'en passe. Certains par leur... il faut le dire, certains juste sont nuls, mais nuls, même nuls, c'est gentil pour eux. Certains, c'est même les deux. Et en tout cas, moi, je l'ai vu là pour la LICRA depuis les européennes, on a déjà enregistré plus 34% d'actes racistes, antisémites, et donc d'appels pour la LICRA, et puis des gens qui... L'antisémitisme qui vient pas que d'extrême droite. Non, je parle vraiment des actes en tout genre, mais c'est surtout raciste là pour le coup, et qui du coup des personnes qui viennent nous voir, venaient nous aider, etc. Et avec du coup, imaginons, je sais pas, 200, 220 députés du Rassemblement national, mais la parole, et on le voit déjà, va se libérer encore plus. Plus que la parole, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Le problème, c'est les militants de rue, justement, qui vont se sentir nettement plus décomplexés, qui vont dire on va pouvoir les péter du PD et du bougnoul. Je te dis grossièrement, c'est une citation. Oui, c'est ce qui a été dit. Alors rapide, très rapidement, c'est que quoi qu'il arrive dimanche, et même moi en tout cas en étant engagé à l'ICRA en tant que délégué national jeune, j'ai déjà commencé le combat, mais dimanche il va falloir commencer dans l'immense globalité de la population un vrai combat contre le Rassemblement national et ses idées, mais pas en combattant en mode comme tu l'as dit Jean-Marie Le Pen. Non, il va falloir déjà combattre en proposant des vraies idées et un vrai projet pour redonner envie aux gens de voter pour nous, et puis combattre sur le terrain des idées des élus. En tout cas voilà, moi je le dis, le combat ne fait que commencer, et nous en tout cas à l'ICRA, là je plaide pour ma chapelle, on va avoir besoin de monde, donc n'hésitez pas à rejoindre l'ICRA si c'est des combats qui... Martin ensuite, parce qu'après on n'aura que 3 minutes pour conclure. Non, rapidement, je trouve ça effarant en fait de faire un constat de danger qui n'est seulement un danger que pour les élites. En réalité, le peuple a décidé de mener justement une assemblée nationale de couleur Rassemblement national. C'est pour une bonne raison. C'est un danger pour les élites qui vont perdre leurs avantages. Il ne faut pas parler à la place du peuple. Secondo, je pense que le danger est déjà réel pour les gens. Moi qui suis en ce moment
toute l'année, mais en ce moment agriculteur, le danger il est déjà existant depuis très longtemps. Il y a combien de suicides, ça devient quotidien des agriculteurs. La PAC, on le vendait comme une formidable idée. Au final, c'est une merde. C'est 45 000 exploitations. Bien sûr qui la touche, mais il y a aussi 100 000 exploitations de moins en 10 ans, c'est formidable, et la moitié en 20 ans. Non, c'est pour ça qu'on aide justement à l'installation des jeunes agriculteurs. On est la région qui accompagne le plus de jeunes agriculteurs et qui compte le plus d'installations. Et qui flingue les petites exploitations. Non, absolument, parce qu'on est un ensemble. C'est pour ça qu'on met tous les clés sous la porte. La Beauce, le nord de la France, c'est des grandes exploitations. Ici, non, il faut bien connaître son terrain. Je connais bien mon terrain puisque j'y habite ici depuis que je suis né. Je travaille depuis que j'ai 13 ans dans les champs, donc je pense qu'il n'y a pas de leçon. Moi, ce que je trouverais intéressant. Alors attendez. Juste pour finir. Oui, justement. Non, je me trompe pas parce que les mains, je les ai encore dans la terre. J'en ai encore sur les mains. C'est pas en étant dans un bureau qu'on va pouvoir le voir. Donc le constat, je le fais au quotidien. Il n'y a pas de mal à faire. Rapide, on fera un débat sur ça. Le combat sur le terrain, c'est une chose. L'agressivité, ce qui nourrit justement. Mais très bien, mais c'est une colère profonde parce que je pense que vous ne comprenez pas le mal-être des gens. C'est pas une agressivité. C'est pas du mensonge, puisque je le vis au quotidien, encore une fois. Je mens très bien, mais. Mentez dans ce que vous vivez, mais pas dans ce que vous supposez que je vis. Ah, d'accord, c'est vrai que vous étiez au champ tout à l'heure et donc vous pouvez parler à la place des agriculteurs. Pour finir, le combat, il va se mener dans la rue d'un côté, mais de l'autre. Il y aura une réponse, il n'y a pas de problème à cela. Je veux dire, c'est une fracture. Mais ça veut dire qu'il va y avoir un combat d'idées, si vous voulez, mais les idées, elles sont pas simplement d'un côté. Il va y avoir d'autres idées, on peut pas s'affronter seulement. On parlait de coalition, c'est aussi dans les idées. Il va falloir avancer, on peut pas seulement combattre pour ne proposer que du combat. Il va falloir avancer ensemble. Les gens ont des idées différentes, il faut les associer pour en faire quelque chose de nouveau, non? Nadia Pellefig, pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, et moi je trouverais intéressant que vous débattiez aussi sur ça un autre jour, parce que là on arrive à la terme de l'émission, parce qu'après il y a d'autres émissions qui s'enchaînent. Là on fait 6 heures. Le jour où on fait le débat, 6 je heures. sais bien, on la fera pas en direct, je pense. Nadia Pellefig, pour conclure tout ça, justement, là, est-ce que vous avez quand même espoir que tout s'apaise, tout s'arrange, ou alors qu'on va vers le pire, et peut-être vers le pire en 2027, selon ce qu'on pense, qu'on soit à gauche ou à droite? Vous savez, il y a Alain, qui est un grand philosophe, qui disait que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. On ne peut pas faire de la politique, être engagé comme je le suis et ne pas avoir de volonté. Et il ne s'agit pas d'un optimisme béat. Moi, je ne vois pas d'issue favorable à la crise que nous traversons. Dimanche, ça ne sera pas une bonne nouvelle. Mais pour personne, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'à l'issue des élections, il n'y a personne qui va se réjouir du résultat. Il va y avoir une immense inquiétude, plus ou moins importante chez certains, mais il y aura plein de gens qui se sentiront orphelins de leur représentation, plein de gens qui auront le sentiment qu'ils se situent dans une impasse, et il faudra reconstruire. Et reconstruire, à mon avis, différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que ce qu'on a fait, ça rate. Et tout merci et beaucoup, tous ensemble. Vraiment, merci beaucoup. Merci Nadia Pellefig d'avoir été avec nous. Merci à tous les invités. Merci à tous. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Faut se le dire. Et moi, demain, dans la matinale en Occitan de 8 à 9h. Avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons.